Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transition écologique, de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises, un axe fort de développement. Voici le sommaire, l'enquête de la Fondation Nicolas Hulot sur l'échec de la réduction des pesticides en France. Avec ce constat, seulement 1% des financements publics sont réellement efficaces. Samuel Leray, responsable plaidoyer de la Fondation, sera mon invité juste après ces titres. Notre débat portera sur les jeux vidéo à impact. Que signifie ce concept? Comment concilier ludique et éducatif? Jean-Jacques Launier, le fondateur du musée Art Ludique, en discutera avec Romain Vincent, professeur d'histoire géo à l'Académie de Créteil. Et puis dans Smart Ideas, une association à découvrir aujourd'hui, les Bureaux du Cœur. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact. Tout de suite. Bonjour Samuel Leray, bienvenue. Bonjour. Le think tank de la Fondation Nicolas Hulot publie donc ce mardi les résultats d'une enquête sur l'échec de la politique de réduction des pesticides. En France, peut-être un mot de la méthode pour commencer. Comment vous avez mené cette enquête? Alors oui, c'est une grosse étude, ça fait plus d'1 an qu'on travaille dessus. Donc on a mis en place un conseil scientifique avec des chercheurs du CNRS, par exemple, pour essayer de mettre en place une méthodologie. Parce que justement, cette cartographie des financements publics et privés sur l'agriculture et l'alimentation, on ne l'avait pas, donc on a travaillé pendant 1 an là-dessus. On a fait pas mal de rencontres aussi avec d'autres chercheurs. Et voilà, aujourd'hui, on arrive à la révélation de ce chiffre et que l'argent public, massivement, ne permet pas de réduire les pesticides. Donc ça, c'est le constat général. Après, on va rentrer un peu dans le détail que vous faites au bout d'1 an d'enquête. Ça ne marche pas, quoi, grosso modo. Nous, ce qu'il faut comprendre, c'est le point de départ. C'est un chiffre qui est sorti l'année dernière. C'est au moment du Grenelle de l'environnement en 2009. On s'est donné un objectif collectif de baisser de 50% l'usage des pesticides. Et 10 ans après, non seulement on n'a pas baissé, mais on a augmenté de 25%. Donc l'objectif de cette enquête, c'était d'essayer de comprendre pourquoi et comment est-ce qu'on pouvait corriger le tir pour commencer à baisser les pesticides, puisqu'on voit bien la biodiversité est en train de mourir. On a perdu plus d'1 tiers des espèces et donc on a besoin de baisser nos usages des pesticides. Alors je vais revenir sur l'efficacité des politiques publiques, de l'argent public et d'ailleurs privé, parce que vous évoquez les deux aspects, mais ce chiffre que vous venez de redonner, l'usage des pesticides a augmenté de 25% en 10 ans. Il est contesté ce mardi sur Twitter par la journaliste Emmanuelle Ducrot. Elle parle même d'un mensonge énorme, Emmanuelle Ducrot. Qu'est-ce que vous lui répondez? Alors, ces chiffres, c'est les chiffres officiels du ministère de l'Agriculture. Et c'est le point de départ de l'enquête, en fait. C'est la raison pour laquelle on l'a menée. Ce n'est pas les résultats de ce qu'on démontre. Ce que dit Emmanuelle Ducrot, et ce en quoi on n'est pas du tout d'accord, c'est qu'elle ne veut pas utiliser la métrique qui est utilisée officiellement par le ministre de l'Agriculture, qui est le NODU, c'est-à-dire les usages des pesticides. Et ce qu'elle dit, c'est qu'elle dit on s'est arrêté à 2018. Pourquoi est-ce qu'on s'est arrêté à 2018? Parce qu'on n'a pas les chiffres encore officiels de 2019. C'est vrai qu'ils sont en NODU. Ils donc sont on pas ne pouvait totalement pas tombés. Les donner. Mais ce que dit aussi Emmanuelle Ducrot, c'est que 2018 est une année particulière parce que les agriculteurs ont anticipé sur une hausse des prix des pesticides qui démarrait au 1er janvier 2019. Donc beaucoup commandaient, ce qu'on peut comprendre, en prévision, ce qui explique effectivement l'écart important 2018. Et donc vous arrivez à ces 25% en 2009-2018 parce qu'il y a eu cette surcommande juste avant 2019. Vous comprenez ce que je veux dire? Encore une fois, ce n'est pas nos chiffres et c'est une tendance sur 10 ans. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'Emmanuelle Ducrot regarde année par année et on sait qu'en fonction des aléas climatiques et économiques, les taxes par exemple, il peut y avoir des modifications. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est lisser sur 10 ans. Et les évolutions, si vous regardez l'étude dans le détail, c'est tous les 3 ans. Donc on lisse sur des études de 3 ans pour ne pas avoir justement ces biais qu'aurait biaisé l'étude. Mais encore une fois, l'étude, et c'est ça qui est un peu gênant, c'est que depuis ce matin, on voit un peu cette fabrique du mensonge qui est souvent repris par le lobby des pesticides en ne parlant pas du problème. Le problème, ce qu'on dit, c'est que l'argent public et l'argent privé ne permettent pas de réduire actuellement les pesticides. Et c'est pour ça que moi, l'interview fait une dizaine de minutes. On a consacré 1 minute 30 à cette mini-polémique. Je voudrais maintenant venir au cœur de votre action. On a vu l'infographie rapidement. Je propose qu'on la revoie maintenant. Financement public des acteurs de l'alimentation, 23,2 milliards par an. Et vous dites 1% seulement a un effet avéré sur la réduction des pesticides. Je voudrais revenir sur cette formule. Effet avéré, ça veut dire quoi pour vous? Alors, nous, on a pris la totalité, donc les 23 milliards. On a regardé ceux qui avaient un objectif de réduire les pesticides, ceux qui l'affichaient dans leur financement public. Et on s'est rendu compte qu'il y avait 11% qui l'affichaient. Donc déjà, c'est
très peu. Et après, dans ces 11%, on a regardé finalement ceux qui avaient vraiment des critères et qui permettaient de baisser, notamment dans tout l'argent européen qui vient de la PAC, mais pas seulement, aussi sur les baisses de charges qui sont prévues, le CICE à chaque fois, par exemple. Et en fait, on s'est rendu compte que parmi ces 11%, il n'y en avait que 1% en tout, donc c'est bien 1% des 23 milliards, 240 millions seulement, qui avaient un usage pour réduire les pesticides. C'est surtout les aides à la conversion à la bio et au maintien à la bio. Donc ces aides, elles sont mal utilisées ou insuffisantes? Je voudrais bien comprendre, ces aides à la conversion. Ces aides à la conversion, elles sont insuffisantes, mais aussi, c'est toujours le problème, c'est qu'on met beaucoup d'argent pour continuer à utiliser des pesticides et très peu pour en sortir. Donc finalement, cet argent, il n'y en a pas suffisamment, mais il n'y a pas... Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas de l'argent public en plus. 23 milliards, finalement, c'est suffisant. L'enjeu, c'est de comment est-ce qu'on réoriente ces financements publics vers la baisse d'utilisation des pesticides. Donc on a plusieurs propositions là-dessus parce qu'on est sur une période un peu charnière. Vous savez qu'il y a plus d'un tiers des agriculteurs qui vont partir à la retraite dans les 5 prochaines années. Du coup, on a un enjeu de réorienter l'agriculture pour baisser les pesticides. Dans ce rapport, la Fondation Nicolas Hulot scrute aussi les financements privés, 19,5 milliards par an. D'abord, d'où il vient quand on parle de financement privé? J'imagine il y a les banques, il y a... Alors, c'est les prêts, l'assurance et les levées de fonds. D'accord. Il y a les coopératives agricoles. Les coopératives agricoles. D'accord. 19 milliards 500 millions d'argent privé, pas plus efficace? Pas plus efficace. Mais vraiment pas du tout. Il n'y a pas un petit mieux du côté du privé? Non, justement. Mais en fait, le privé finance davantage les agriculteurs qui utilisent le plus de pesticides. Et donc, ce dont on se rend compte, et c'est ça l'objet de l'étude, c'est bien évidemment de ne pas opposer agriculture et écologie, c'est bien de dire qu'on a mis des objectifs sur la table, c'est des objectifs de baisse de 50%, et qu'on ne sait pas donner les moyens de les atteindre. Et l'objectif, et nous, nos propositions, elles vont là-dessus. C'est notamment la PAC. Vous savez que la PAC, maintenant, a un volet très national. Les discussions vont commencer à partir de maintenant jusqu'à juillet. La France va devoir rendre sa copie à Bruxelles. Et cet argent-là, c'est 60% de ces 23 milliards, doit être fléché, notamment vers la conversion à la bio, par exemple. Oui, il y a une vraie marge de manœuvre pour le gouvernement français. C'est pour ça qu'on le sort à ce moment-là, et c'est pour ça qu'on a fait ce travail-là. Nous, c'est évidemment pour pointer du doigt personne, c'est pour dire qu'on a fait un échec collectif, et que cet échec, il n'est pas que le fruit des agriculteurs, il est bien le fruit de la société et de l'État. Alors vous avez commencé à le faire, mais si vous deviez donner un certain nombre de recommandations, parce que c'est intéressant, le think tank de la Fondation Nicolas Hulot, il se place dans une nouvelle ambition, c'est un peu une écologie de gouvernement. Que ferait un gouvernement déterminé à réussir? C'est la question que vous posez. Dans ce domaine particulier de l'usage des pesticides, qu'est-ce que vous prônez? Alors, je vais vous donner 3 exemples. Le premier, c'est, on voit ce qui marche, c'est les aides à la conversion et au maintien à la bio. Aujourd'hui, c'est très peu d'argent, il faut les multiplier par 5. C'est possible dans le volet national de la PAC, ce qu'on appelle le PSN dans le jargon. Le deuxième chose, c'est la question de la fiscalité. On s'est rendu compte que les baisses de charges, notamment toutes les aides qui allaient aux agriculteurs, n'avaient pas de différence entre ceux qui utilisaient beaucoup de pesticides et ceux qui en utilisaient peu, y compris également dans le système agroalimentaire, d'une manière générale. Lactalis, par exemple, il n'y a que 7% de l'argent qu'il reçoit qui sert à faire des produits bio. Et donc justement sur ça, nous ce qu'on dit, c'est qu'il faut avoir un malus et un bonus, donc utiliser cette fiscalité qui soit programmée sur les 10 prochaines années, donc qui évolue dans le temps pour aider le monde agroalimentaire dans son ensemble à évoluer. Vous ne pointez personne du doigt, mais vous écrivez quand même dans le rapport que 9% des exploitations françaises consomment plus de 55% des pesticides. C'est quoi? Ils sont réfractaires pour vous? Ou alors ils sont mal accompagnés? Non, il y a une frange des agriculteurs qui sont surtout ceux qui font des céréales. 70% des pesticides sont utilisés sur les grandes cultures, donc les céréales, la betterave, le maïs. Et donc ces 7%, c'est ceux qui ont beaucoup augmenté et leur surface agricole et leur utilisation des pesticides. Donc c'est bien ceux qui posent un problème. Il y a en bas ceux, à peu près 30%, qui utilisent de moins en moins de pesticides et qui en utilisaient déjà peu. Et il y a finalement ce ventre mou au milieu des agriculteurs. Et c'est là où on est dans un moment un peu charnière. La pièce peut tomber d'un côté ou de l'autre. Soit on les accompagne pour qu'ils rejoignent ce groupe qui utilise le moins de pesticides, soit ils vont aller vers utiliser de plus en plus de pesticides. Et c'est particulièrement important parce que c'est la troisième solution qu'on veut mettre en avant. C'est que dans cet argent qui vient de Bruxelles, il y a des aides à l'installation. Et ces aides à l'installation, elles doivent aller à 100% presque
à l'agroécologie. Il faut que tous ceux qui s'installent maintenant s'installent en agroécologie, sinon on n'arrivera pas à gagner la bataille des pesticides. Merci beaucoup, merci Samuel Leray. Votre prochain rapport, il portera sur la mondialisation et les moyens de cesser l'importation de denrées issus de substances et de pratiques interdites en France. Évidemment, ça va se rejoindre avec la thématique du jour. Oui, c'est la suite. C'est aujourd'hui, on met nos agriculteurs en concurrence avec les pays étrangers. Donc, on est en train de travailler. On le fait avec l'interprofession bovine. On montre bien que le think tank de la Fondation de Nicolas Hulot a pour objectif de mettre des ponts. Donc, on le fait avec l'interprofession bovine et l'Institut Veblen. Et l'idée, c'est de proposer de mettre des clauses miroirs. Donc, de dire que pour qu'un produit qui rentre dans l'Union européenne, une denrée agricole, elle doit respecter les standards de production. Donc, si on interdit un pesticide dans l'Union européenne, on l'interdit aussi pour les produits importés. C'est paraît logique, mais ce n'est pas le cas actuellement. Eh bien, vous pourrez nous en reparler quand ce prochain rapport sortira. Merci beaucoup, à très vite sur Bismart. On change de thème tout de suite. On ouvre notre débat sur les jeux vidéo à impact. Les jeux vidéo à impact, c'est quoi? Est-ce vraiment la nouvelle tendance du marché? On en débat tout de suite avec Jean-Jacques Launier, bonjour. Bonjour. Heureux de vous accueillir, vous êtes le fondateur du musée Art Ludique. Et puis avec nous en visioconférence, Romain Vincent, doctorant sur les usages pédagogiques du jeu vidéo, enseignant en histoire géo dans l'Académie de Créteil. Bonjour, bienvenue, est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour, oui, très bien. Bon, la liaison est bonne, c'est parfait. Jean-Jacques Launier, peut-être on peut commencer par évacuer un cliché qui ne date pas d'hier, le profil type, l'âge moyen d'un amateur de jeux vidéo aujourd'hui. Déjà, il y a 72% des Français qui jouent, donc c'est archi familial. Maintenant, je crois que même 80% des Français jugent que c'est un exercice ludique et familial. Et si on va plus sur les jeunes, de 10 à 24 ans, ils sont 95% à jouer. Donc c'est vraiment devenu un médium fondamental et essentiel maintenant. Ouais. Jeu à impact, c'est le terme qu'on va employer dans ce débat. Si vous deviez définir un jeu à impact, vous diriez quoi? Je pense que, alors, je reviens juste sur le fait qu'il y a aussi la parité dans le jeu vidéo. Oui, c'est vrai. Et c'est qu'on est presque à 50%, on est à 47-53%. Donc on croit souvent que c'est un jeu les jeux sont pour les garçons, pour les hommes, etc. Tout est en train de changer et ça participe sûrement à cette notion de jeu à impact parce qu'effectivement, il y a un contenu maintenant. Le jeu vidéo, c'est assez jeune. C'est devenu populaire dans les années 72 avec Pong. Et aujourd'hui, maintenant... Ça me rappelle quelques souvenirs. Donc, il n'y a pas si longtemps, mais aujourd'hui, avec la technologie, avec le contenu qui est à la fois littéraire, musical, l'écriture, on arrive à des vraies histoires et je pense que c'est ce qui participe à la fois à raconter notre histoire, à la fois à raconter peut-être notre futur. Romain Vincent, je commence là aussi par la définition avec vous. Vous diriez quoi pour définir? Ça va au-delà du jeu éducatif, le jeu à impact. Oui, c'est un peu difficile à définir. Il faudrait peut-être donner quelques exemples de jeux. Je ne sais pas ce que vous entendez par ce terme, mais c'est un de ces termes qu'on utilise beaucoup ces dernières années pour qualifier des jeux qui ne seraient pas... alors c'est un peu curieux à dire, mais des jeux qui ne seraient pas que des jeux, c'est-à-dire des jeux qui auraient une mission supplémentaire. Et c'est un terme un peu plus... peut-être novateur que jeu éducatif, même si quand on analyse les dispositifs, on se retrouve... à peu près en face des mêmes choses. C'est-à-dire que dès qu'un jeu présenté comme à impact, comme éducatif, comme expressif, comme vous avez plein d'adjectifs des fois qui se rajoutent, comme politique. Souvent c'est des formes de jeu qui justement insèrent dans leur dispositif des formes assez classiques en fait de pédagogie finalement, si on devrait en fait donner des caractéristiques. On peut prendre quelques exemples. Romain Vincent, par exemple, vous êtes professeur d'histoire et de géographie. Le jeu Soldat inconnu d'Ubisoft, ça peut être un outil pédagogique ? Alors, cette question d'outil pédagogique, il peut être un outil pédagogique à partir du moment où on le transforme en outil pédagogique. C'est pas quelque chose qui va de soi, parce que le jeu vidéo, on peut d'abord s'accorder qu'il est vécu comme un jeu, avant d'être un médium, avant d'être une œuvre culturelle, etc. Déjà,
pour les joueurs, il est vécu comme un jeu, c'est-à-dire avec une attitude ludique. Un jeu comme Soldat Inconnu d'Ubisoft, il est évidemment intéressant parce qu'à mon sens, il montre un peu la séparation assez claire qu'on a entre le ludique et l'éducatif et le sérieux, si vous voulez, dans ce genre de jeu. C'est-à-dire que le ludique est composé de petites énigmes, de phases un peu de puzzle game, alors que l'aspect éducatif, il se retrouve comment dans Soldat Inconnu? Il se retrouve avec des fiches pédagogiques insérées dans le jeu qu'on vous propose, c'est-à-dire qu'on vous applique du texte et des vraies photos en fait de l'époque, donc des sortes un peu de diapos en fait, donc encore une fois une forme de transmission des connaissances sur le passé très classique, enrobée dans un habillage ludique. Ouais, et le jeu est très intéressant là-dessus, mais il montre en fait la séparation entre les deux. Ouais, et c'est souvent comme ça. D'ailleurs, passer par le ludique pour un apprentissage, ça fonctionne bien. On est évidemment Soldat Inconnu dans l'univers de la Première Guerre mondiale. Jean-Jacques Launier, je me souviens d'une exposition au musée Art Ludique où on était dans l'univers d'Assassin's Creed qui nous plongeait. C'était quoi? C'était une reconstitution de Paris, c'est ça? Alors c'est vrai qu'il y avait Soldat Inconnu aussi, parce qu'on découvrait tout ça, mais il y avait aussi, c'est vrai qu'on a eu la chance quand on a fait cette expo que le jeu vidéo d'Assassin's Creed se passait à Paris pendant la Révolution. Ouais. Et on avait travaillé avec les équipes d'Ubisoft. Ils nous avaient expliqué que pour ce jeu-là, ils avaient recréé une grande partie de Paris à l'échelle 1. C'est-à-dire que pour Notre-Dame, ils avaient passé 14 mois à remodéliser entièrement Notre-Dame. Et d'ailleurs, ils ont confié les plans en 3D pour la reconstruction de Notre-Dame. Donc l'histoire rejoint l'histoire d'une certaine façon. Mais c'est vrai qu'on se disait, voir ça à l'échelle 1, quand on joue avec sa télé, on voit que c'est très beau, on voit de la lumière. Donc on avait construit un mur géant de 7 mètres de large et de 6 mètres de haut à 180 degrés, comme un casque un peu de réalité virtuelle. On avait mis des caméras dans le jeu avec la collaboration de Ubisoft et on proposait aux visiteurs de se promener dans Paris pendant la Révolution à l'échelle 1 et les gens qu'on croisait étaient à notre échelle et on voyait et on passait de l'île Saint-Louis qui était quand même très très bien reconstituée puisque nous on avait une petite galerie là-bas jusqu'à Notre-Dame et c'était vraiment très spectaculaire. Ouais, c'était un travail d'orfèvre. Les jeux vidéo, Jean-Jacques Launier, sont le reflet d'une époque. Les notions d'écologie, d'inclusion, de diversité, enfin je pourrais en citer beaucoup qui sont peut-être recherchées par les nouvelles générations de joueurs. Est-ce que ça veut dire que les éditeurs, les concepteurs de jeux vidéo suivent cette tendance aujourd'hui? Est-ce qu'on voit apparaître de plus en plus de jeux vidéo avec cette dimension? Ou est-ce que finalement, ce que disait Romain Vincent, un jeu c'est d'abord fait pour jouer, quoi? Non, je crois qu'il y a une vraie... C'est comme la littérature, en fait. C'est arrivé à un genre comme le cinéma. Enfin, il y a plus de gens qui jouent aux jeux vidéo qui vont au cinéma. Donc, évidemment, les éditeurs réfléchissent. Il y a des gens passionnés. Il y a un studio qui s'appelle Quantic Dream, qui est un studio français, qui a sorti un jeu qui s'appelle Detroit sur l'intelligence artificielle. Et on incarne un personnage qui est un espèce de robot, en fait, mais qui a une grande intelligence. Et il est victime de tous les racismes. Et à un moment, la technologie permet aux joueurs d'avoir le choix. Est-ce que vous vous rebellez? Est-ce que vous supportez? Est-ce que vous allez rejoindre vos semblables pour vous battre contre les humains? Et donc, je pense qu'il y a des notions de choix. Donc, c'est à la fois raconter les histoires passées, mais à la fois peut-être anticiper nos peurs, nos révoltes, et ça fait réfléchir. Et je pense que c'est passionnant parce que c'est, dans la mesure où c'est interactif, c'est extrêmement émotif. Romain Vincent, il y a un marché du jeu à impact. Et si oui, est-ce que vous le voyez grandir? Difficile à dire. On va dire que les jeux qui se veulent, encore une fois, plus qu'un jeu, donc avec une mission ici, par exemple éducative, ça, c'est pas nouveau. On pourrait reprendre tout le marché en fait du ludo-éducatif dans les années 90, voire même avant, avec l'enseignement, ce qu'on appelait le AO, l'enseignement par ordinateur. Et on voyait déjà un peu ce genre de programme avec toujours maintenant des choses un peu similaires. Si vous regardez le mode éducatif d'Assassin's Creed s'appelle le Discovery Tour. Il reprend une forme, encore une fois, de pédagogie assez classique où on vous donne en fait des visites guidées sous forme d'audio guide avec à la fin un petit QCM à répondre. Vous avez aussi ce qui devrait sortir dans les mois à venir, je crois, par une entreprise française qui s'appelle un jeu qui s'appelle Powers, me semble-t-il, où dans les premiers trailers qu'ils ont dévoilés, on se retrouvait toujours devant des équations mathématiques très scolaires, mais habillées avec une mise en forme un peu plus animée, ou des QCM par exemple pour l'histoire. Donc si vous voulez que ça soit un nouveau
ce soit un marché actuellement, oui, qu'il soit nouveau, pas vraiment en fait. Je disais pas nouveau, je disais plutôt en croissance. C'était ça ma question, Jean-Jacques. Vous pensez que c'est le marché d'avenir du jeu vidéo ou c'est une niche finalement dans le marché gigantesque des jeux vidéo? Je pense que l'expertise et ce qu'on vient d'évoquer sur le tour que offre le jeu Assassin's Creed, mais ça se passe en Égypte, et là c'est une reconstitution entière de l'Égypte à l'époque. Ça se passe en Grèce pendant l'Antiquité, et là aussi on découvre ces mondes-là. L'impact, il est vraiment important, même si effectivement ça reste des notions. Ou quand ça se passait à Rome, etc. Je me souviens que moi, ça m'a donné envie d'aller à Rome et j'y suis allé. Enfin, l'impact, il est aussi dans le voyage, il est aussi dans l'envie de découvrir. C'est peut-être pas le jeu pédagogique extrême, mais quand on a joué à ça, on a envie d'en savoir plus. Et je pense que ça, c'est la notion littéraire qui est vraiment intéressante. Après, il y a des jeux plus ludiques. Animal Crossing, par exemple, est un jeu dont on a beaucoup parlé l'année dernière. C'est le jeu le plus vendu. C'est une espèce de simulation de vie. Alors, pendant le Covid, où tout le monde était planqué, mais finalement, l'impact, c'était de s'échapper avec son île, ses personnages, qui sont quand même des petits animaux parlants, quoi. C'est un truc, à la base, pour les enfants. Or, la plus grande partie des joueurs, l'essentiel, c'était 24 ans. Avec une dimension écologique dans Animal Crossing, parce que son île, il faut faire attention à la façon de l'utiliser ou de l'exploiter, entre guillemets. Non, mais tout à fait. Écologique, les cultures, revenir si on n'est pas revenu la semaine suivante parce que les mauvaises herbes ont poussé, ouvrir un musée. Je veux dire, il y a plein de choses intéressantes comme ça. Et c'est un jeu qui, finalement, a eu un impact important parce que quand on était un peu confiné, j'ai l'impression que ça a permis aux gens de s'évader. Oui, ça fait du bien. Un dernier mot, Jean-Jacques Leunier. Vous allez rouvrir le musée Art Ludique dans quelques mois et ça fera du bien aux fans dont je suis. C'est prévu pour quand et avec quelle philosophie? Ce serait prévu pour la fin de l'année, en fait, en 2021, dans la gare Saint-Lazare. Donc c'est un lieu mythique, 1837, 120 millions de voyageurs actuellement. On sera derrière la grande horloge et ce sera sur l'histoire de l'art, en fait, puisque c'est quand même très connecté à l'histoire de l'art. L'homme des cavernes dessinait les hiéroglyphes égyptiens, la tapisserie de Bayeux. Ceux qui racontent nos histoires aujourd'hui, ce sont ceux du jeu vidéo, de l'animation, de la bande dessinée. Et ce musée, c'est le premier au monde qui va leur être consacré et on est vraiment impatient de l'ouvrir. Eh ben, merci d'avoir tenu, parce que c'était ça aussi, c'était un combat de réussir à rouvrir le musée Art Ludique. On y sera évidemment pour l'ouverture à la gare Saint-Lazare à Paris. Merci à tous les deux. Merci Romain Vincent d'avoir participé à ce débat. À bientôt sur Bismart. Tout de suite, c'est Smart Ideas. On découvre l'association Les Bureaux du Cœur. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas et la bonne idée du jour nous vient de Pierre-Yves Loaec. Bonjour, bienvenue. Vous êtes vice-président des Bureaux du Cœur. Vous avez fondé cette association fin 2019 avec le Centre des jeunes dirigeants d'entreprise de Nantes. Vous êtes le patron d'une agence de communication. Votre credo, c'est le soir, ne fermez pas vos bureaux, ouvrez-les donc. C'est aux chefs d'entreprise. Beaucoup nous écoutent et nous regardent maintenant, que vous vous adressez. Oui, effectivement, c'est à eux qu'on s'adresse parce qu'on fait le constat très simple que nos bureaux sont de plus en plus équipés d'équipements qu'on trouve aussi dans notre maison. Ça peut être évidemment une douche, une cuisine pour réchauffer des plats, etc. Mais aussi de plus en plus des coins siestes. Et donc tous ces équipements, passé 18h, ils ne servent plus à rien. Et jusqu'au lendemain matin, 8h, ils ne servent plus à rien. Donc il y a là effectivement quelque chose qui est un peu dommage. Et souvent, ces locaux restent chauffés. Donc on pourrait effectivement accueillir des gens qui sont en grande précarité sur ces moments-là. Alors c'est ce que vous avez fait, parce que c'est une chose d'avoir une idée, c'en est une autre de l'appliquer. Vous avez été suivi par plusieurs chefs d'entreprise, d'abord de la région de Nantes, c'est ça? C'est ça, tout à fait. On est pour l'instant essentiellement sur la région et la métropole de Nantes. Donc on est une quinzaine de dirigeants à avoir accueilli ou être en capacité d'accueillir. Mais depuis maintenant quelques semaines, on reçoit beaucoup d'appels et de toute la France, d'autres dirigeants qui eux aussi veulent devenir des entreprises hôtes Bureau du Cœur, donc c'est une belle aventure aussi qui se développe. Alors il y a une vague de froid sur la France et très souvent on parle du sort des sans-abri quand il fait très froid. Comment ça marche? Comment un chef d'entreprise peut finalement décider d'aider? C'est quoi? C'est une personne par nuit? Expliquez-nous. Alors d'abord c'est hyper simple. En fait, dans la vraie vie, c'est hyper simple. Là, je vais expliquer, vous allez trouver ça compliqué, mais en vrai, c'est simple. Non, mais effectivement, vous avez raison. C'est une personne par entreprise, parce que l'idée, c'est de redonner un cadre d'intimité, de sécurité à une personne qui est en grande précarité. Elle vient dans une entreprise généralement pour plusieurs semaines.
parce que c'est aussi le moment de se reconstruire, de reprendre pied. Et l'entreprise, elle fait juste un tout petit peu d'aménagement pour créer un espace qui est réservé pour le soir, encore une fois, le soir et le week-end, pour accueillir cette personne. Donc, dans la vraie vie, c'est très simple. Ouais. Mais est-ce qu'il y a un accompagnement de l'entreprise ? Alors, moi, je suis dirigeant d'entreprise. Ouais. Mon job, c'est pas faire d'accompagnement social parce que j'en suis bien incapable. Je suis pas formé pour, et donc on confie ça à des associations. Et en réalité, ce sont les associations qui nous emmènent, qui nous proposent des invités à héberger. Donc c'est toujours une relation tripartite entre une entreprise qui souhaite accueillir, un invité qui en a le besoin et une association qui fait l'encadrement social. Ouais. Avec zéro contrepartie demandée aux sans-abri, on ne les demande pas de faire quelque chose dans l'entreprise. Non, un invité, c'est un invité. Bon, c'est important. Je ne sais pas comment vous invitez les gens chez vous, mais chez moi, c'est quoi c'est clair. C'est important de le dire. Mais ce qui est aussi important, c'est que les deux mondes, finalement, se croisent et échangent. Il y a aussi cette démarche-là. Exactement. C'est une démarche très inclusive. Alors, c'est un mot à la mode, mais ça veut quand même dire quelque chose. Dans notre cas, ça veut dire simplement qu'effectivement, il y a une rencontre entre des gens qui travaillent et des gens qui sont dans la précarité. Et que, évidemment, moi, ma conviction en tant que dirigeant, c'est que c'est le travail qui permet, évidemment, de sortir avant tout de la précarité. Enfin, en tout cas, c'est un vecteur formidable pour ça. Le logement en est un autre. Ouais. Et quand on réussit à réunir les deux, eh bien, effectivement, on met le pied à l'étrier de gens qui ont pu être dans la galère par le passé. Et pour les salariés de l'entreprise, il y a aussi un enjeu. Oui, il y a un enjeu parce qu'on fait vivre une aventure humaine, une expérience de solidarité qui est hyper simple, sans argent. Enfin voilà, on fait se rencontrer des gens. Et moi, j'ai un de mes collaborateurs dans mon entreprise qui, par exemple, a aidé un de mes invités à refaire son CV, qui lui a aussi donné un vieux smartphone pour pouvoir contacter sa famille en Afrique. Enfin voilà. Donc des choses très simples, sans qu'on ait jamais eu à demander quoi que ce soit à nos collaborateurs, et ça se met de manière très naturelle en place. Ça veut dire que les réseaux de l'entreprise, au sens large, ils peuvent aussi se mettre en marche pour aider à la réinsertion. C'est ça. Évidemment, on parle beaucoup des réseaux de dirigeants, et c'est vrai qu'ils sont plus souvent assez efficaces. Nous, on a trouvé 2 emplois à l'un de nos invités. Voilà, on voit qu'effectivement, il y a du sens à faire venir des gens qui sont en précarité dans les entreprises, et à faire effectivement se rencontrer des gens qui ont des réseaux qui peuvent les faire bénéficier, et puis des salariés qui peuvent faire œuvre de solidarité. Et donc là, je suis sûr que vous avez convaincu plein de chefs d'entreprise. Et ils font comment ? Ils vont sur le site Oui, absolument. Ils vont sur bureauducoeur.org. Ils nous laissent un petit message sur le formulaire et on les rappelle très vite pour essayer de mettre ça en place. Et ben voilà, merci beaucoup. Merci Pierre-Yves Loec, et bon vent à votre association. Les Bureaux du Cœur, voilà, c'est la fin de ce Smart Impact disponible H24 sur bismart.fr ou alors sur les box. Et c'est à 9h, midi, 20h30. Salut, à demain.